Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Public Sénat, c'est notre rendez-vous économique hebdomadaire. Il y a de l'écho avec notre partenaire, Les Échos. Bonsoir Françoise Fressoz. Bonsoir. Aujourd'hui, eh bien, nous allons nous poser la question, assistons-nous à la fin des 35 heures avec un point d'interrogation? Est-ce que c'est la fin de cette mesure mise en place par Lionel Jospin, Premier ministre socialiste en 1998, et donc des mesures déjà amendées et assouplies depuis? En tout cas, face à face aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un député, Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise, responsable notamment du groupe UMP qui s'occupe du pouvoir d'achat, avec Frédéric Lefebvre notamment, opposé à Gérard Filoche, inspecteur du travail, membre du Conseil national du Parti socialiste. Mais d'abord, et comme toutes les semaines, ce qu'il faut retenir de la semaine économique avec Saveria Rojek. François Fillon a été clair, l'État fera tout pour dissuader EADS de délocaliser. Le Premier ministre refuse qu'Airbus parte en morceaux vers la zone dollar. Mais pour Arnaud Lagardère, l'État ne pourra pas aller contre l'intérêt d'EADS. Selon lui, la baisse du dollar aurait déjà coûté 3 milliards d'euros au groupe aéronautique. Une bonne surprise pour les 46 millions de Français détenteurs de livret A. La rémunération qui doit être révisée le 1er février devrait atteindre 3,50%, voire 3,75% si les taux d'intérêt se tendent ou si l'inflation persiste. Christine Lagarde a confirmé cette hausse sans en préciser l'ampleur. Rassembler tous les états-majors sur un seul lieu, c'est une rupture culturelle pour l'armée française. Mais une rupture qui ne coûtera pas un centime à l'État et pourrait même lui en faire gagner. Car pour financer ce Pentagone à la française, 3 hectares de foncier constructif dans Paris seraient vendus. À terme, 10 000 fonctionnaires seraient regroupés dans le quartier de Ballard, dans le 15e arrondissement parisien. Amender la loi Châtel pour autoriser les magasins d'ameublement à ouvrir le dimanche. Matignon répond ainsi aux demandes des patrons du secteur. Leur argument, en région parisienne, 25% du chiffre d'affaires d'une enseigne de meubles se réalise le dimanche. Après les déclarations de Nicolas Sarkozy, favorable au travail dominical, à condition qu'il demeure sur la base du volontariat et soit payé double, la question sera inscrite dans la conférence sociale du 19 décembre. Voilà, on vient de l'entendre, peut-être donc le travail le dimanche, il y avait eu les heures supplémentaires, et puis Françoise, il y a aussi maintenant les dernières mesures préconisées par Nicolas Sarkozy, à savoir le rachat par exemple des RTT. Est-ce qu'on assiste en fait, sans vraiment le dire, à la fin des 35 heures ? Alors en fait, on peut se poser la question parce que depuis que la droite est revenue au pouvoir, depuis 2002 d'ailleurs, toutes les mesures sont prises pour essayer d'assouplir les 35 heures, mais sans toucher quand même à la durée légale du travail. Alors Jacques Chirac avait commencé en augmentant le contingent des heures supplémentaires qu'on peut faire annuellement. Nicolas Sarkozy a poursuivi, lui, en prenant l'option pouvoir d'achat. Puisque les salariés ont besoin de pouvoir d'achat, eh bien on va remettre en cause un peu en les autorisant à faire des heures supplémentaires. En juillet, par exemple, on a défiscalisé et enlevé les charges sur les heures supplémentaires pour inciter les chefs d'entreprise et les salariés à y avoir recours. Et puis là, on a encore un nouveau train de mesures. C'est ça la nouveauté en fait là. Alors la nouveauté, on va la voir mercredi, normalement au Conseil des ministres. La personne qui n'aura pas pris l'intégralité de ses RTT à la fin de l'année pourra demander à les échanger contre du salaire. Alors ça sera un petit peu majoré et puis il n'y aura pas de charges et d'impôts jusqu'à un certain seuil. C'est pour justement inciter à faire ça. Et puis il y a aussi l'idée de Nicolas Sarkozy de dire que désormais, quand dans l'entreprise, un chef d'entreprise et des syndicats majoritaires se mettre d'accord, on pourra peut-être passer outre les 35 heures à condition qu'il y ait des augmentations de salaire. Donc on a effectivement l'impression que tout est fait pour détricoter les 35 heures. Mais est-ce que ça peut marcher ? Alors, les mesures annoncées sont visiblement populaires. Il y avait un sondage dans le Parisien, CSA, qui donnait à peu près 70% de salariés intéressés. Mais est-ce que ça peut marcher ? Ça, c'est une autre affaire, parce que finalement, c'est le chef d'entreprise qui va décider, et il décidera en fonction du volume de son activité. Or, si dans certains secteurs, il y a des problèmes de main-d'œuvre, dans d'autres, on voit bien que la conjoncture économique est pas terrible, donc c'est pas sûr que ça marche. Et ensuite, si jamais
jamais ça marche, ça va poser le problème quand même de la politique salariale, parce qu'on a bien vu qu'il y avait eu des contreparties intéressantes pour le chef d'entreprise en matière de modération salariale et de flexibilité. Et donc si on sort complètement du dispositif, est-ce qu'on va pas vers une nouvelle période plus angoissante pour le chef d'entreprise, qui serait le retour de fortes augmentations de salaire dans un contexte un peu inflationniste? Donc il y a toute une série de questions qui se posent autour de ce dispositif. Donc on voit bien que Nicolas Sarkozy a voulu lier en tout cas le problème du pouvoir d'achat et en fait les 35 heures qui ont déjà donc été assouplies 3 fois. Au fond, on va vous reposer la question, on l'a souvent entendu pendant la campagne électorale, mais même depuis l'automne dernier, pourquoi tout simplement, au fond, le gouvernement et la majorité n'ont pas purement et simplement supprimé cette mesure par la loi? Supprimer les 35 heures, mais je crois aujourd'hui les Français... Je suis pas certain que ça soit une question de facilité, je pense que c'est surtout une question de point de vue et d'habitude. Au fond, depuis 1998, maintenant, les Français sont habitués à ce que les 35 heures, ça soit la durée légale du temps de travail. Ils ont aussi organisé leur vie. Et moi, je ne sous-estime pas la part des Français qui, finalement, se satisfont de cette règle des 35 heures par semaine. Alors, maintenant, est-ce que finalement, ça doit être la seule règle qui vaille pour tous? Et c'est là où le gouvernement a travaillé de telle sorte qu'on puisse moduler la règle des 35 heures en fonction de l'activité de l'entreprise, aussi en fonction de la volonté du salarié de travailler plus s'il veut gagner plus. Bref, on a, c'est vrai, une logique d'assouplissement de la règle des 35 heures, mais qui, comme ça a été très bien rappelé tout à l'heure, n'est pas une logique nouvelle. Jacques Chirac, déjà lui-même, par le nombre d'heures supplémentaires qu'il a augmenté, est entré dans cette logique d'assouplissement des 35 heures. Et là, petit assouplissement, d'autres disent, mais au fond, on est en train de vider tout simplement le contenu de cette fameuse loi. Pas forcément, parce qu'on laisse quand même le choix aux salariés de faire plus de 35 heures s'ils souhaitent le faire. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais si le dispositif proposé par Nicolas Sarkozy va jusqu'au bout, dans l'entreprise où il y a un accord majoritaire, est-ce que les salariés auront le choix de ne travailler que 35 heures s'ils le souhaitent? Et là, je vous répondrai très simplement, ça dépend des conditions de l'accord majoritaire. Et si elle le prévoit, finalement, rien n'empêcherait le salarié qui veut faire que 35 heures de pouvoir le faire. Ça reste la durée légale du temps de travail en France. Au-delà de 35 heures, ça sera majoré comme des heures supplémentaires? Toujours? Alors, c'est la question qui sera posée notamment dans les débats. On n'en est pas là. Pourquoi? Parce que c'est pas le débat que l'on va traiter là très rapidement dans les 2 jours qui viennent à l'occasion du dépôt de la loi au Conseil des ministres. C'est une loi que l'on va traiter probablement à l'aube du printemps. Et c'est vrai, après la première réunion de ce que Nicolas Sarkozy appelait l'agenda social, qui va commencer à entrer dans les détails, s'agissant des 35 heures, s'agissant aussi des conditions de travail le dimanche, qui est aussi un point très important. Aujourd'hui, la loi est vide s'agissant du travail le dimanche. C'est bien quand même de rappeler que, il faut, si on travaille le dimanche, être payé plus. Et puis moi, j'ajouterais une modalité supplémentaire, c'est que je souhaiterais que le salarié qui est volontaire pour travailler le dimanche garde un certain nombre de dimanches par an où il ne travaille pas, et que ça demeure finalement une obligation, qu'il y ait des dimanches qui soient consacrés à la vie de famille, que si le salarié est volontaire, même pour travailler 52 dimanches par an, qu'il ne puisse pas le faire. Alors là, on va déjà rester sur les 35 heures. Est-ce que vous diriez que tout ce qui est fait par le gouvernement vise finalement à remettre en cause les 35 heures, ou est-ce que les 35 heures existent encore aujourd'hui? Donc la durée légale est 35 heures. Rien ne peut la remettre en cause. Avant, on discute du temps partiel ou des heures supplémentaires, mais les 35 heures s'imposent à tout le monde. C'est une loi généralisée. Ça fait 70 ans qu'en France, on est passé des 40 heures en 1936, aux 39 heures en 1982, aux 35 heures en 2002, pour la totalité des salariés. Et en même temps, on a augmenté la productivité et augmenté les salaires. Il n'y a pas de coup de butoir. Et augmenté les salaires. C'est-à-dire qu'on a montré la validité de la baisse de la durée du travail sur 70 ans. Maintenant, j'entends bien, ils veulent contourner ce progrès. Alors, remarquez, ils ne sont pas les premiers. Même le maréchal Pétain n'avait pas touché aux 40 heures dans sa loi du 28 août 1942. Il avait augmenté le nombre d'heures supplémentaires autorisées, il avait déduit le temps de travail, le temps d'habillage du temps de travail effectif, il a pris toute une série de mesures qui contournaient les 40 heures sans toucher aux 40 heures. Ce que vous faites à votre façon, aujourd'hui aux 35 heures. Alors, le problème c'est, est-ce que vos mesures, là j'ai pas tout très bien compris, vont augmenter le pouvoir d'achat? J'ai pas le sentiment. Parce qu'en gros, vous dites, on va discuter pour que les heures supplémentaires ne soient plus payées à 36, 37, 38 heures. C'est-à-dire que vous allez baisser le salaire de ceux qui travailleront au-delà de 35 heures. Deuxièmement, le dimanche, bon,
Mettons-le provisoirement de côté, mais le dimanche. Permettez de vous interrompre sur ce point, vous voulez. Je termine mon truc, après vous pouvez me répondre. Le dimanche, bon, ça va faire 30 000 emplois en moins, parce que c'est une baisse d'emploi. Mais ça va pas faire du salaire en plus. Ça concernera des temps partiels. Payer le dimanche. Au début, monsieur. Au début, puis après, ça sera banalisé comme les autres jours. Qu'est-ce que vous croyez? Ça s'est toujours passé comme ça dans tous les autres pays. Donc en fait, ça sera travailler le dimanche pour le même prix, travailler plus et gagner moins. Ensuite, j'ai entendu monsieur parler de l'allongement du contingent annuel. Alors, je suis toujours fasciné par ça. L'allongement du contingent annuel d'heures supplémentaires, madame, ça veut dire travailler plus et gagner moins. Parce que quand le contingent est fini dans nos lois, dans notre code du travail, eh bien chaque heure est majorée de 100%. Vous comprenez bien que si vous repoussez le contingent de 130 à 220, vous repoussez le moment de la majoration à 100%. D'accord, sauf que donc là, les gens gagnent moins. Sauf que là, non, mais quand vous disiez qu'il y a baisse du pouvoir d'achat, il faut corriger, parce que dans la mesure où les heures supplémentaires ont quand même été majorées. Mais c'est ce que j'allais dire. De combien? Attendez, c'est 125% quand même, c'est 125% pour tout le monde. Mais c'était prévu depuis 2003, c'est vous qui avez repoussé ça de 2003-2008. Vous le savez pas? La gauche avait prévu, c'était le 1er janvier 2003, et c'est vous, à droite, qui avez repoussé la date du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008. Sauf que vous avez fait pendant 3 ans aux salariés. Sauf que c'était pas 2008, parce que là, en l'occurrence, la loi l'a avancé au 1er janvier 2008. De 3 mois. Attendez. 3 mois. Alors vous l'avez reculé de 3 ans? Non, désolé. Vous avez fait perdre du salaire à 5 millions. On laisse Moi, il me semblait, allez-y. tout à l'heure qu'on laissait terminer le propos. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit, parce que pardon, mais c'est une erreur magistrale. Lorsque vous dites que les heures supplémentaires, ça ne va pas provoquer plus de pouvoir d'achat. Mais si, ça va provoquer plus de pouvoir d'achat. Lorsque vous dites que lorsqu'on passe de 35 à 39 heures, on va pas gagner plus. Mais si, on va gagner plus. Parce que vous pensez bien que si on laisse les accords majoritaires se former pour le passage de 35 à plus 39, 40 heures, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que de 35 à 40 heures, par exemple, on va négocier les conditions. On va les discuter dans l'entreprise. Vous pensez bien qu'effectivement, ça va pas être 5 heures, ça va pas être 5 heures supplémentaires payées de la même façon que les 35 premières heures. La réponse est fausse. Mais attendez, les entreprises qui seront candidats, mais je vous parle d'avenir, monsieur Philosophe. Vous me parlez de passer depuis tout à l'heure et vous remontez au 19e siècle, c'est sympathique. Moi, je vous parle d'avenir. Je vous dis, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois? Eh bien, il va se passer que les Français vont gagner plus, que les heures supplémentaires vont être mises en œuvre, et donc par conséquent que ça va se traduire par un mois de salaire supplémentaire pour un revenu annuel. C'est quand même très important, vous trouvez pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que demandent les Français? Ils demandent de pouvoir payer leur cadeau de Noël. Et qu'est-ce que vous leur proposez? Vous leur proposez, revenons en arrière. Ne faisons rien, ne changeons rien. J'ai entendu le raisonnement. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Et pourquoi vous vous trompez de bonne foi d'ailleurs. Parce qu'il y a déjà 2,5 milliards d'heures supplémentaires dans notre pays, dont la moitié ne sont pas payées. Alors, moi, 9 plaintes sur 10. On me parle de 900 millions. Attendez. Oui, 900 millions. Mais ils sont où vos 2 milliards? Mais je vais vous le dire. Parce que dans l'INSEE, quand ils disent 900 millions d'heures, ils ne font pas d'enquête dans les entreprises de moins de 20 salariés, où il y a 5 millions de personnes. Et lisez la notice de l'INSEE. Elle dit, nous basons nos enquêtes sur les déclarations des employeurs. Permettez-moi de vous dire que quand vous êtes inspecteur du travail, vous savez que 9 plaintes sur 10 viennent pour des heures supplémentaires non déclarées. Elles sont en fait le double de ce qu'il y a. Donc en fait, il y a déjà de l'argent qui ne vient pas dans la caisse des salariés. Et la plupart du temps, il y a un délit là-dessus. Mais revenons plus. Vous parlez entre 35 et 39. C'est une majoration maintenant que vous avez fait passer dans les petites entreprises de 10 à 25, alors que ça devait passer il y a 3 ans. Vous rattrapez ce que la gauche avait fait, vous corrigez ce que vous aviez enlevé. Bon. Maintenant, ça va être 25% entre 35 et 39 heures. C'est pas une somme considérable. Ça veut dire que c'est 39 heures payées 40. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une petite augmentation de salaire. C'est pas une très grande. Et ensuite, les heures au-dessus, elles sont parfois dans notre pays majorées à 50%, à 100%, avec repos compensateur à 50% ou à 100%. Vous savez qu'il y avait je peux pas vous laisser dire ça. Vous savez qu'il y a 6 taux de majoration. C'est 25% en plus, mais c'est déchargé s'agissant des cotisations salariales. Qu'est-ce que vous appelez déchargé? Ah ben ça veut dire simplement que... Mais attends, c'est déchargé. Ça veut dire que les cotisations sociales salariales sont exonérées. Ça veut dire que le salarié, sur son brut, le brut deviendra... baisse. Non, le brut deviendra... Mais non, le brut... Monsieur Philosophe, je vous en prie, soyez au moins de bonne foi. Vous voulez pas dire que le baisse brut? Non, d'abord le brut baisse, mais ensuite je vous dis que le brut devient le net. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas très compliqué. Lorsque vous avez un salaire brut, mettons que vous avez un salaire brut de 1 500 euros. Bon, eh bien, 1 500 euros,
le brut devient le net, vous touchez 1 500 €. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous savez très bien. Il y a 23% de cotisations en moyenne qui disparaissent s'agissant du brut et qui font la différence avec le net. Donc, par conséquent, le salarié, il gagne 2 fois. Il gagne une fois avec 25%, et en plus, troisième point sur la fiscalité, il gagne une fois avec les 25% d'heures supplémentaires payées en plus, il gagne une deuxième fois avec les 23% de charges sociales qu'il n'a pas à payer, et il gagne une troisième fois avec l'impôt sur le revenu qui ne prend pas en compte ces heures supplémentaires. Enfin, monsieur Philippe, moi je veux bien qu'on soit sérieux, mais si vous voulez... Autant que vous répondre, je vais vous montrer. Ce que vous appelez charge, c'est un élément de salaire. Ce sont des cotisations sociales que le salarié ne touche pas tout de suite. Mais c'est sa maladie. Attendez, il les touche pas du tout. Là, je vous ai laissé. Il les touche pas du tout. Autant de vous pour y montrer qu'il les perd 3 fois. C'est-à-dire qu'il les perd sur son salaire indirect. Il les perd sur sa retraite, il les perd sur sa sécu, il les perd sur tout ce que sont... Mais c'est pas vrai, parce que c'est l'État qui paye. Et c'est compensé. Mais vous vous trompez, monsieur. Ah, mais alors, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Je vais vous dire, là-dessus, je regrette. Là, c'est vous qui m'interrompez. Pardon, monsieur Philippe. Sinon, on le fait tout le temps. Moi, je peux le faire comme vous. Vous me laissez le même temps, et vous me laissez terminer sur les 3 points. Je vous ai laissé terminer 3 points. Juste sur ce point, on ne peut pas discuter. Je vous laisse la parole, c'est promis. Mais sur ce point, le collectif budgétaire a été très clair. Tout a été compensé. On a déjà prévu 350 millions d'euros pour compenser ces heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'il perd sur son salaire brut, c'est-à-dire sur ses cotisations sociales qui reviendraient normalement pour sa santé, sa retraite, etc. Vous les diminuez. Ensuite, vous les compensez avec les impôts que le salarié paye sur son salaire net. Et vous les remettez dans la caisse pour les employeurs pour qu'ils n'aient pas à payer si cher les heures supplémentaires qu'avant. C'est-à-dire qu'il les perd 3 fois. Il y perd sous son salaire brut et ses cotisations sociales. Il y perd parce qu'en tant que citoyen, il est imposé. Et vous, avec l'État, vous reversez une partie de ces impôts dans la caisse des employeurs pour qu'ils puissent faire ces heures supplémentaires moins chères. Vous venez de mentir 3 fois. C'est un raisonnement totalement fallacieux. Vous avez répondu sur le premier point. C'est totalement fallacieux. Démontez-le. Prenez le temps de le démonter. Réfléchissez-y. Ah, écoutez, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je le fais maintenant. J'ai répondu sur le premier point, effectivement. Et donc, c'est compensé par l'État. Et ça, au moins, vous le reconnaissez. Deuxième point, si vous le voulez bien, on est à prélèvement obligatoire constant et même qui vont très légèrement diminuer et dans un exercice budgétaire contraint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'augmente pas le déficit. Donc par conséquent, vous allez me dire où est-ce qu'on augmente les impôts? On les augmente pas les impôts. Donc ça veut dire simplement que sur la masse globale, on prend la contrepartie de ces exonérations de charges. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que troisième point, dans l'impôt sur le revenu, le salarié, il va pas les payer. Et vous savez pourquoi il va pas les payer? Simplement parce qu'il est exonéré d'impôt sur le revenu sur ses heures supplémentaires. Voyez, monsieur Filoche, j'ai eu raison 3 fois, vous avez voulu transformer la réalité 3 fois, mais je pense surtout que les téléspectateurs n'entreront pas dans ces détails. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais pas, c'est très facile toujours d'emberlificoter le téléspectateur qui ne va pas s'en rendre compte. Moi, je veux simplement dire une chose, c'est que sur la fiche de paie, il s'en rend compte. Et sur sa feuille d'impôt, il va s'en rendre compte. Et c'est bien ça qui est l'essentiel. Attendez, question pragmatique. Quand Nicolas Sarkozy dit plus de pouvoir d'achat, il se met dans la peau du salarié qui a envie de gagner plus. Est-ce que les 35 heures, c'est le salarié qui décide ou est-ce que c'est le patron qui décide? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une formidable ambiguïté sur le fait qu'on peut toujours réclamer du pouvoir d'achat? Si le chef d'entreprise n'est pas prêt à en donner, il n'en donnera pas. Comment vous voyez les choses? Alors, prêt à en donner, ça veut dire que le chef d'entreprise a l'activité qui lui permet de donner des heures supplémentaires. Oui, bien sûr. Si effectivement il n'a pas l'activité, il ne donnera pas d'heures supplémentaires. Oui. En revanche, il y a déjà 900 millions d'heures supplémentaires qui sont pratiquées. Et je ne parle pas de l'économie souterraine dont parlait monsieur Filoche tout à l'heure, qui est de toute façon impossible à estimer. Et donc 900 millions d'heures supplémentaires. Déjà sur ces 900 millions d'heures supplémentaires-là, il va y avoir, qui existait déjà avant, il va y avoir 5,5 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus dans la poche des Français. En même temps, nous avez dit, regardez en octobre ce qui va se passer, et en fait, en octobre, on n'a pas vu tellement les résultats. Vous savez, sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, la réponse. Oui. Et oui, vous avez raison, c'est la mise en place qui a pris du temps. Chacun en a convenu. Tout le monde a pesté contre ce fameux décret d'application extrêmement difficile, ce qui fait que Christine Lagarde a pris la décision de nommer un monsieur supplémentaire, de mettre en place un numéro vert et de le compléter par un dispositif d'information départementale. Moi, je crois plus lisible. Et d'ailleurs, c'est déjà mis en place. On voit le travail d'Alain Tapie qui est conduit, qui se déplace. Il était récemment à Marc-en-Barœul, justement pour pouvoir expliquer le mécanisme des heures supplémentaires. Bref, c'est un système qui
se fondant sur les 900 millions d'heures supplémentaires travaillées, va permettre de donner tout de suite 5,5 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français en plus. Et c'est ça qui est important. Compte quand? À quel moment ils vont écoutez, pouvoir toucher cet argent? Là, à la fin novembre, ils s'en rendent compte. Donc, par conséquent, première fiche de paye où le dispositif a commencé vraiment à se répercuter. Fin décembre, on va se faire une vraie idée. Et puis, de toute façon, je suis certain que ça sera dans le débat fin janvier. Tout le monde en parlera, tout le monde parlera de cette mesure, et tout le monde constatera effectivement qu'en bas de sa fiche de paye, pour celles et ceux, c'est vrai, qui font des heures supplémentaires, qu'il y a un vrai gain de pouvoir d'achat en plus. Bon, alors je parie que ça ne se passera pas du tout comme vous dites. Et je vais vous dire quelque chose, madame, vous disiez, est-ce que le salarié est libre ou pas de faire plus? Alors, il y a un mensonge depuis le début sur cette histoire de liberté de travailler plus. Il n'y a pas un salarié de ce pays qui a la liberté de ses horaires de travail. Pas un. Tout contrat de travail est un lien de subordination. Et c'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat, de la fin du contrat, donc des heures qu'il fait faire. S'il vous prend un temps partiel, c'est lui qui décide. S'il vous fait faire des heures supplémentaires, c'est lui qui le décide unilatéralement. Et quand vous dites la liberté de travailler plus, vous n'auriez même pas la capacité en droit du travail. Vous seriez collé comme inspecteur, délégué syndical ou même comme employeur. Ça n'existe pas en France. Donc depuis le début, c'est un mensonge sur la liberté de travailler plus. Ensuite, je vais vous dire une deuxième chose. Les heures supplémentaires, elles sont aujourd'hui très irrégulières. C'est pas seulement de l'économie informelle. C'est un des domaines où il y a l'exploitation la plus féroce. C'est-à-dire, on demande aux gens, ils n'osent pas se demander leurs heures supplémentaires. Demandez dans tous les métiers. Aller dans la banque, aller dans les restaurants. Ils font 60 heures, ils n'ont pas leurs heures. Tout le monde le sait, des millions de Français le savent. Ce qui fait qu'en fait, ça va pas se passer comme ça. D'abord, il y a que 427 inspecteurs du travail pour les vérifier. Et vous nous enlevez dans la recodification. Depuis le 1er octobre, vous, par exemple, vous avez vu des dossiers du tout. Les gens viennent toujours se plaindre. Ils ont des salaires bas. Les heures sup sont pas payées comme avant. Et en plus, on leur décompte pas sur leur feuille de paye. Un volume d'heures supplémentaires en plus. Ah, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Énormément, depuis longtemps. Plus qu'avant, quand mais même. depuis longtemps. Je vais vous dire quelque chose. Du temps des 39 heures, il y avait que 9 heures supplémentaires par semaine autorisées. Du temps des 35 heures, il y a 13 heures supplémentaires. Puisque la durée maximale du travail, qui est la seule qui compte, 48 heures, est restée la même. Souvent, les gens disent c'est un carcan, les 35 heures. Ils connaissent pas bien. Il y a plus d'heures supplémentaires avec les 35 qu'avec les 39. Et après, la question, c'est le taux de majoration. Moi, je vous dirais ce qu'il faut faire. 50% dès la première heure à la 36e heure. De façon à rendre les heures supplémentaires plus coûteuses que l'embauche. Parce qu'en même temps, quand vous faites travailler les gens 2 fois plus, c'est à la place d'autres qu'on n'embauche pas. Et donc vous avez le deuxième effet en matière de salaire. Parce que vous avez une masse salariale qui n'augmente pas, parce que vous concentrez ce salaire sur les quelques gens que vous essayez de faire bosser plus. Peut-être en contrôlant, on arrivera à les faire payer, ce qui n'est pas encore le cas. Et en même temps, vous laissez une masse de gens au chômage qui, eux, regardent ceux qui travaillent 2 fois plus. Donc c'est un système ingrat, injuste et qui ne va pas donner de résultat. D'ailleurs, pardon. Est-ce que sur cet aspect-là, est-ce qu'il peut pas y avoir effectivement un effet pervers par rapport à ceux qui sont au chômage? Parce que les 35 heures au départ, on peut le rappeler quand même, en 98, les 35 heures, c'était d'abord fait pour donner un peu plus d'emploi et donc pour lutter contre le chômage. Alors depuis le début de cette émission, on vient à l'instant de parler seulement de l'emploi. D'accord. On peut y aller cash et donc dire que d'abord c'est de l'idéologie politique, les 35 heures. On peut commencer comme ça parce que c'est quand même la vérité. Oui, non, je vous en prie. Parce que c'est historique. Et d'ailleurs, ce que vient de dire partout dans le monde, les gens veulent se battre pour réduire la durée du travail. Et s'il veut bien me laisser terminer. Le risque sur l'emploi. Est-ce que l'argument de François Fressos n'est pas à prendre en considération? J'y reviendrai si vous voulez, mais je voudrais d'abord dire, parce que je récuse quand même ce qui a été dit sur la relation entre l'entrepreneur et le travailleur. Je veux dire, cette notion de subordination, effectivement, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand même? Oui, d'accord, mais seulement dans les rapports humains, il se passe quoi? Il se passe que majoritairement, c'est quand même un contrat de collaboration qui est signé effectivement. Et donc, attendez, c'est pas que je rêve. Pardon, l'entreprise, c'est un milieu que je connais parce que c'est un milieu duquel je suis issu. Et deuxième chose, si je puis me permettre là encore, je veux dire, l'économie administrée, pour l'instant, c'est pas en France. Et donc, tout ce que vous proposez, ce que vous proposez, c'est partout dans le monde. Non. C'est dirigé par des conseils d'administration. Est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'idéologie? Parce que vraiment, les 35 heures, ça a commencé comme cela. Et c'est vrai que ça a changé les comportements de vie des Français, parce que ça, il faut le reconnaître. Alors maintenant, est-ce que le fait de faire des heures supplémentaires, ça retire du travail à des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas de travail et qui souhaiteraient rentrer dans le monde du travail? Eh bien, écoutez, très simplement, prenons un cas concret. PME, par exemple. Prenons cas concret, PME, une secrétaire, le patron en a besoin pour 4 heures de plus par semaine, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il embauche quelqu'un 4 heures? Non.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend la masse globale, c'est-à-dire 40 heures par semaine, il la partage, il fait demi-temps, 2 fois 20 heures, qui est-ce qui a gagné? Est-ce que la personne qui faisait 35 heures et qui va faire 20 heures a gagné? Et est-ce que la personne qui voudrait faire 35 heures et qui va faire 20 heures a gagné? Réponse non, les deux ont perdu. Donc c'est une fausse idée de croire que finalement, cette histoire des 35 heures, ça a permis d'encourager le travail. Moi je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus que le fait qu'aujourd'hui... statistiques quand même sur les créations d'emplois pendant la période. Qu'il y ait eu des statistiques sur les créations d'emplois s'agissant des chaînes de montage, effectivement, du travail mécanisé, enfin bon bref, du travail à tâche, allez, pourquoi pas. Seulement maintenant, moi je voudrais savoir quelles sont les fameuses chaînes de montage, c'est-à-dire les endroits où effectivement les 35 heures ont permis un développement de l'emploi qui ne sont pas délocalisés. Moi ça m'intéresse. Je voudrais justement qu'on puisse venir faire un vrai bilan des 35 heures pour savoir combien est-ce que le coût du travail a augmenté et combien d'entrepreneurs finalement ont été conduits à la délocalisation du fait de l'augmentation du coût du travail. Aucun élément n'existe, aucune statistique n'existe. Voilà une vraie statistique sur le résultat des 35 heures. Et là, bien sûr, mais on n'a pas la réponse. Et là, bien sûr, on sortira de l'idéologie politique. On rentrera vraiment dans l'économique pure. Et c'est vrai que je mets à part l'évolution de la vie des Français. Parce qu'il y a eu, et il faut le reconnaître, une évolution de la vie des Français, de leur comportement, de leurs habitudes. Et donc, aujourd'hui, je comprends que certains Français soient attachés au fait de travailler seulement 35 heures parce qu'ils ont organisé leur vie de famille autour de ces 35 heures, mais ils ont aussi remplacé, je dirais, cette nouvelle vie par des dépenses qu'ils ne font plus. Un exemple concret. Souvent, pardon, vous interrompez. Pour un certain nombre de chefs d'entreprise, les 35 heures aussi, ça avait conduit à de la flexibilité, disons de la souplesse, oui. Et donc ils n'ont pas forcément envie de revenir en arrière, et même une annualisation du temps de travail. L'annualisation du temps de travail, absolument. Voilà, c'était l'un des avantages majeurs. Donc peut-être des chefs d'entreprise qui n'auront pas tellement envie de revenir un peu en arrière, d'une certaine façon. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait le bilan coût-avantage, que finalement le gouvernement dit quoi? Il dit on va introduire de la flexibilité dans les 35 heures, plutôt qu'une remise en cause généralisée, puis un changement d'organisation auquel les Français sont habitués. Sur 35 heures et délocalisation, coût du travail, qu'est-ce que vous répondez? Rien à voir. L'ensemble de ce qu'on a comme bilan du point de vue des 35 heures est presque consensuel. C'est-à-dire, en 2002, on disait, avec une fourchette d'ailleurs qui est large, mais c'est entre 350 000 et 450 000 emplois créés, selon les uns et les autres, et même Monsieur Fillon, Monsieur Fillon avait créé. Je m'entends bien, moi. On peut dire qu'en 2007, ça a changé. J'ai le souvenir exact. Attendez, excusez-moi. Depuis, beaucoup de choses sont dégradées du fait de votre politique. Ça, c'est autre chose. Sûr, ça, c'est autre chose. Mais avec les 35 heures, vous avez une création d'emplois. Moi, j'estime que cette création d'emplois aurait été plus importante si on avait pris des mesures pour rapprocher la durée effective du travail de la durée légale. C'est-à-dire si on avait rendu les heures supplémentaires plus coûteuses, si on avait diminué la durée maximale de 48 heures à 44 heures, comme je le défendais à l'époque, et si on s'y était pris de telle façon qu'il n'y ait pas trop de flexibilité, de façon à créer un appel d'air pour l'embauche. Parce qu'on aurait augmenté à ce moment-là la venue sur le marché du travail de plusieurs millions de gens, on a encore 4 millions et demi de chômeurs, en chiffres réels, par les chiffres officiels. Bon, et on aurait donc développé la masse salariale. On aurait donc développé 4 millions 4, moi je prends ACDC, j'ai étudié les autres chiffres du chômage, j'ai étudié leurs calculs, ils me semblent parfaitement valables. Bon, et d'ailleurs il y a suffisamment de contestation aujourd'hui pour que les instituts officiels ne soient plus sûrs d'eux, dans l'année écoulée. Bon, alors je pense qu'on aurait mis plus de gens au travail et que par conséquent l'économie se serait plus développée. Parce que je crois que le grand handicap à la récession, à la croissance, c'est que la masse salariale n'est pas suffisamment forte nominalement, mais qu'elle n'est pas suffisamment forte collectivement, socialement. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens, et après ça fait des dégâts dans nos banlieues, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, qui est un prix énorme, incalculable de dégâts. Et donc moi je prône à la fois le fait qu'on approche la durée du travail, qu'on baisse les durées maximales, qu'on augmente le taux des heures supplémentaires de façon à les rendre plus coûteuses, ce qui fait qu'on va aller rechercher d'autres gens pour venir travailler. Et ainsi l'économie sera, excusez-moi, relancée, parce que la France, moi j'y crois pas, les caisses sont vides. Elles n'ont jamais été aussi pleines. Je parle de la cagnotte privée, pas de la cagnotte publique, comme vous parliez dans le temps. La cagnotte privée, c'est plus de 100 milliards cette année pour le CAC 40. C'est 80 milliards d'euros de plus pour les 500 premières familles. Je cite Challenge cet été, par les Échos, on m'en excusera. C'est Gérard Filoche qui parle, c'est même pas le Parti Socialiste. Non, comment? Non, mais vous avez un discours je l'ai lu dans l'hebdo des socialistes. Je l'ai lu dans l'hebdo des socialistes aussi, monsieur Leclerc. Et alors, les 500 premières familles ont gagné 80 milliards d'euros de plus l'année dernière que l'année d'avant. Bon, ensuite, après, il y a de l'argent un peu partout quand même, parce que les 12 à 13 milliards de total,
Parce que les parachutes dorés, les stock options, les retraites chapeau, même la Cour des comptes a dit que si on les taxait, on ramènerait 3 milliards d'euros de plus. Tout ça, ça serait du pouvoir d'achat, direct et indirect pour les gens. En termes polémique, Monsieur Filoche met quand même l'accent sur quelque chose d'important qui est le pouvoir d'achat. Autrement dit, quand Nicolas Sarkozy met à ce point l'accent sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il incite pas finalement les entreprises à revoir le partage entre profit et salaire et à sortir de cette sorte de désinflation compétitive qui a marqué les années depuis 1985-86 à peu près. Est-ce que vous pensez qu'il y a maintenant suffisamment de grains à moudre dans les entreprises pour faire des augmentations de salaire? Alors c'est la vraie question, c'est le partage de la valeur. Il a mis ici cette question-là au centre du débat, oui. Et au fond, lorsqu'il a dit, je ne sais pas si c'est entre profit et salaire, mais en tout cas, c'est est-ce que chaque salarié peut bénéficier au titre de l'intéressement, au titre de la participation, au titre d'autres dispositifs. Et même au titre du salaire, puisqu'il y a quand même des augmentations de salaire qui sont, on entend le mot augmentation c'est vrai. de salaire. Et ça vient où, les augmentations de salaire? Ça vient en contrepartie des aides dont les entreprises bénéficient à divers titres, que ce soit les allégements Fillon ou d'autres dispositifs encore. 60 milliards d'euros par an, quoi. Oui, mais pour revenir sur l'essentiel, non mais c'est pas négligeable. On peut venir, si vous voulez, sur les allégements Fillon et puis expliquer comment est-ce que cette trappe à bas salaire fonctionne, parce que je suis sûr qu'on aura un débat très intéressant sur ce point. On peut venir aussi à la prime pour l'emploi et dire comment ça fonctionne. On aura un débat passionnant sur ce point, mais je crois qu'on n'aura jamais de temps pour tout traiter. En revanche, spécifiquement sur la volonté de Nicolas Sarkozy, comment moi je l'interprète? Je l'interprète sur il ne peut pas décider d'une augmentation générale des salaires. Donc, il fait avec les moyens dont il dispose, il en dispose de deux. Il dit, il va falloir qu'on entame le débat sur les entreprises qui bénéficient d'aides légales, gouvernementales, et donc ces entreprises-là qui d'un côté bénéficient d'aides légales, gouvernementales, puissent aussi avoir une vraie démarche dynamique s'agissant de l'augmentation des salaires. Deuxième point, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je souhaite que chaque salarié puisse participer directement aux efforts qu'il accomplit dans son entreprise, s'agissant de la valeur ajoutée qu'il produit. Ça signifie quoi? Ça signifie que, s'agissant des bénéfices, eh bien, une part puisse revenir de façon directe ou indirecte aux salariés. Direct par l'intéressement, indirect dans le temps par la participation. Bon. Ça, c'est de l'incitation, c'est du discours. Est-ce que le chef d'entreprise va c'est du discours aujourd'hui, sauf que demain, ce sont des dispositions qui seront traduites dans la loi, puisque c'est au centre des propositions qu'il a faites voici quelques jours. Et donc, soit on va les retrouver rapidement dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat qui va être déposé ces jours-ci au Conseil des ministres, soit sinon on va les revoir lors du projet de loi modernisation de l'économie, par exemple, à l'issue de ce fameux dialogue social que le chef de l'État va entreprendre avec les partenaires sociaux. Il y a deux fenêtres de tir s'agissant de ces dispositions. Mais la réponse est oui, c'est au centre, au fond, ce que disait tout à l'heure Monsieur Filoche est certainement juste, s'agissant des profits des entreprises. Maintenant, quel est le problème? Eh bien, la mondialisation est passée par là, et une grande partie de ces profits, on les voit plus. Et on les verra plus. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui aussi d'alourdir le poids de la fiscalité des entreprises. On faisait le bilan des recettes et on a observé, c'est vrai, lors de ce qu'on appelle le collectif budgétaire, la loi de finances rectificative, que certaines recettes étaient en train de diminuer, simplement parce que à force de trop taxer, c'est d'ailleurs ce qui se produit pour le pétrole, eh bien les recettes diminuent. S'agissant du pétrole, c'est quand même très intéressant. Je veux dire, la TIPP va être réduite cette année en termes de recettes de 654 millions d'euros. Avec la TVA qui est afférente à la TIPP. Pourquoi? Simplement parce que, comme les prix ont augmenté, eh bien, la TIPP mécaniquement a augmenté, et donc, résultat des courses, eh bien, les gens consomment moins. Et ça se produit sur le fioul domestique, notamment. Alors, attendez, c'est la pure vérité, et en l'occurrence, la commission Durieux, qui est une commission indépendante, qui l'a parfaitement établi. Je voudrais qu'on parle des RTT, du rachat des RTT. Le furet est passé par là, par-ci, le furet est passé par là. Le furet, les profits, on les voit plus. Ils existent, ces profits. Je m'excuse. Bon, alors, si il y avait un impôt sur... Attendez, à mon tour. C'est à mon tour. Lorsqu'ils ne sont pas en France. C'est à mon tour, laissez-moi. Hein, d'accord. Alors, d'accord. Mais l'impôt sur les sociétés est un impôt juste. On peut l'augmenter quand ceux-ci font des profits, et on peut redistribuer ainsi aux salaires. Parce que, Madame Froissart, je vous ai entendu. Pourquoi toutes vos usines à gaz
Vous n'avez pas voulu augmenter le SMIC le 1er juillet. C'est quand même le premier geste à faire. C'est quand même nous qui avons augmenté de 20% le SMIC. Moi, j'essaie de me contenir quand vous parlez, et vous ne l'arrivez pas, vous, de votre côté. Si, j'y arrive. J'y arrive et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup de respect. Oui, ben moi aussi. Alors, pourquoi vous n'avez pas augmenté le SMIC le 1er juillet? C'était quand même le premier geste à faire. Deuxièmement, vous savez, peut-être, sûrement, il y a des conférences nationales pour l'augmentation des salaires. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, obligatoirement, se réunissent. C'est traditionnel. Et l'État a le pouvoir de peser, de pousser à ce que les salaires soient haussés. Et ensuite, il y a des conventions collectives, il y a des grilles de salaire avec des niveaux, des qualifications. Et on peut valider, c'est-à-dire étendre une convention collective en mettant des conditions. Si l'État dit, voilà, les conditions, c'est j'augmente le SMIC, les minima sociaux ne doivent pas être en dessous du SMIC. Vous boostez tous les bas salaires. Le salaire médian aujourd'hui est de 1450 € tout salaire confondu. C'est-à-dire que 50% des salariés gagnent moins et 50 gagnent plus. C'est le chiffre le plus important. Moi, je propose de fixer, c'est-à-dire 200 € d'augmentation pour tous en dessous du salaire médian et 100 € au-dessus. C'est-à-dire qu'on marchera, du coup, vers un SMIC à 1500 €. Je crois que ça a été à l'objet d'un débat dans la campagne. Mais c'est plus que jamais vrai. Plus que jamais vrai. Parce qu'on ne peut pas voir des gens qui travaillent, tout ce qu'ils travaillent, tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils font, avec des heures sup qu'on leur vole, et en même temps ne pas augmenter les salaires. Alors maintenant vous dites, j'entends tous vos trucs intéressement, participation, le dimanche, enfin vous compliquez tout. La façon de redistribuer les richesses la plus simple, c'est le salaire. Augmenter les salaires. D'ailleurs, il y a beaucoup de grèves en ce moment. J'ai regardé dans des milieux privés. Attention, hein, le privé bouge. Un grand espoir pour moi, c'est le privé. C'est qu'ils vous disent, vos usines en gauche, j'en veux pas. Et puis qu'ils disent, je veux des salaires. Regardez ce qui se passe dans la grande distribution en ce moment. Regardez ce qui se passe dans des dizaines et dizaines d'entreprises. La presse ne recense pas, à mon avis, assez les conflits sur les salaires. C'est simple, augmenter les salaires. Très bien. Alors, peut-être une façon d'augmenter les salaires, c'est le rachat des RTT. C'est aussi une des mesures du dispositif que le gouvernement va présenter en Conseil des ministres bientôt. Concrètement, encore une fois, pour les téléspectateurs, ce rachat de RTT, il faut peut-être rappeler comment ça va marcher et à quelles conditions, et est-ce que ça va être efficace? Question. Mais écoutez, réponse, est-ce que ça va être efficace? Probablement que oui, parce que chacun, et je suis certain que M. Filoche me rejoindra sur ce point, a des jours au titre de la récupération du temps de travail qu'il ne prend pas. Bon. Et effectivement, au bout d'un certain temps, et selon les conventions, un accord collectif de l'entreprise, ou ça sera du gré à gré sur la base du volontariat entre l'employeur et le salarié? Alors écoutez, ça va d'abord faire l'objet d'un cadre légal, et donc on va examiner en l'occurrence mercredi. Les modalités précises seront annoncées mercredi en Conseil des ministres, et après... On dirige vers quoi? C'est le rachat Oui, c'est le rachat... Avec un plafond? Avec un plafond, voilà, dans le cadre dans le cadre... Et ça, c'est pour l'instant... Pour l'instant, c'est à taux zéro? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, il y a effectivement une majoration du taux, puisque c'est ce qui a été annoncé, par le Premier ministre, et moi, j'attends que le Premier ministre l'annonce mercredi, et comme ça, nous saurons tout mercredi. Bon. Mais oui, le principe de la majoration est acquise, et oui, il y aura un plafond. Et pourquoi il y aura un plafond? Parce que c'est vrai que il va falloir fixer une limite, ou alors sinon ceux qui vont accumuler énormément de RTT vont pouvoir monétiser considérablement le RTT. Ça fera, c'est vrai, un vrai pouvoir d'achat en plus. Sauf que effectivement, l'entreprise et puis l'administration, puisque la vraie question qui sera posée, c'est aussi s'agissant de l'administration. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Voilà. Par exemple, dans un hôpital, est-ce que les infirmières vont pouvoir se faire racheter leur jour de RTT ou pas, par exemple? Et qui paye derrière? Et là, donc, on touche du doigt l'essentiel. L'infirmière, elle attend encore qu'on les lui rembourse, elle est en retraite, hein. Non, mais attendez, sur le passé, il faut être honnête, et puis je vais même aller plus loin. L'autre fois, je discutais, en l'occurrence, avec l'un de vos confrères, qui m'expliquait aujourd'hui que bon, il ne pense même pas à récupérer ses RTT, tellement il a accumulé un temps absolument infini, voilà. Mais d'un autre côté, c'est aussi des personnes qui sont très motivées par leur travail, et qui effectivement se dépensent sans compter. Vous disiez tout à l'heure ils méritent une récompense. Et vous disiez tout à l'heure que finalement les gens ne comptaient pas leurs heures, que c'était très difficile d'établir leurs heures, etc. Mais moi je vais vous dire, Monsieur Filoche, vous êtes inspecteur du travail. Parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Vous êtes inspecteur du travail. Je suis certain que vous laissez énormément de temps à l'administration, tellement vous êtes passionné par ce que vous faites, et vous pensez même pas le valoriser au titre des RTT. Si. C'est vrai? Si, je compte chacune de mes heures. Moi, on me dit le temps, c'est de l'argent. Quelle précision. Eh bien, je sais que les capitalistes pensent ça, je sais que mon temps, c'est de l'argent, et je veux compter chaque seconde. Ça vous sera bien, les employeurs. Juste une seconde, une blague. Vous savez que les employeurs, ils sont pour la flexibilité en général, vous le savez. Quand il s'agit de payer, ils sont d'une rigidité extraordinaire. À la seconde près, à la minute près. Écoutez, c'est la raison pour laquelle moi j'ai envie de généraliser l'intéressement, parce que je crois
profondément à ce dispositif. Je pense que c'est le bon moyen pour que l'entrepreneur puisse Ça peut être associer. dans le projet de loi, ça. Ça sera, à mon avis, évoqué dans le cadre de ce projet de loi. La réponse est oui. Que ça figure finalement dans ce projet de loi, je n'en suis pas certain, simplement parce que j'ai le sentiment que c'est une question qui va être abordée lors du projet de loi modernisation de l'économie. Pourquoi ? Parce que là, ce qu'on va faire, on va débloquer la participation. Ça va être l'une des mesures qui va être contenue dans ce projet de loi. Là où ça existe. Là où ça existe, bien sûr, entreprise de plus de 50 salariés, 3%, d'accord. 3% des entreprises. Et en contrepartie, 97% des entreprises n'ont pas de participation. et en contrepartie, la prime de 1 000 €. D'accord, pour les entreprises qui ne disposent pas du 97% des entreprises ne sont pas concernées. Est-ce qu'on peut traiter cette prime de 1 000 €? Est-ce que les rachats d'entreprises de PME va pouvoir dégager cet argent pour cette augmentation-là? Le fait qu'il la décide et qu'il la dégage, ça reste à l'initiative de l'entrepreneur. Oui, bien sûr. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée les conditions pour cette prime, de facilitation de cette prime. Et je veux dire, lorsqu'on retire les charges sociales de cette prime, lorsque effectivement on va discuter de la fiscalisation de cette prime, sachant que le Premier ministre a annoncé que cette prime ne serait pas fiscalisée, donc là effectivement on crée les conditions de libération de ce pouvoir d'achat pour que finalement l'entrepreneur le donne aux salariés. Voilà l'esprit. Mais je vous coupe pas, j'attends que vous ayez fini, mais je voudrais dire un mot là-dessus. Mais je vais à la fin de l'émission. Alors, en 10 secondes, vous pouvez conclure et ensuite M. Filoche répondra. D'accord, mais je vais terminer juste sur ce point participation pour vous dire que ça, c'est ce que j'appelle une mesure conjoncturelle s'agissant du projet de loi qui nous intéresse, donc les 4 mesures. Et donc, je souhaite que ça évolue vers une mesure structurelle de développement de l'intéressement, de telle sorte que finalement, le salarié puisse bénéficier directement des fruits de son travail au sein de l'entreprise. Voilà l'objectif qui, à mon avis, apparaîtra dans le projet de loi modernisation de l'économie. Gérard Filoche, encore une fois, votre réponse, ça sera votre conclusion. D'accord. Encore une fois, pourquoi tant d'usines à gaz? Pourquoi intéressement, participation, je sais plus quoi, RTT, machin, etc., au lieu d'augmenter les salaires? Vraie et incontournable question. Deuxièmement, le compte épargne-temps que vous voulez. Alors, permettre aux salariés volontairement de racheter. Alors, le volontariat n'existe pas. Le salarié est subordonné. L'employeur, il dira, ah, Lucien, t'as encore 13 jours à prendre avant la fin du mois, là? Ah non, t'as vu la charge de travail qu'on a, tu les prends pas. Et comme Lucien, il est subordonné et qu'il veut pas perdre son boulot, il les prend pas. Dans le compte épargne-temps. Et maintenant, on propose de lui racheter. Racheter ses congés payés, quoi. Ceux de 36, ceux de 82, la 4e, la 5e semaine. Si, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous avez le droit de ne plus, votre santé d'ailleurs, dans la recodification du Code du travail, vous avez enlevé la durée du travail. Ça se discute à l'Assemblée. Vous avez enlevé la durée du travail des conditions de travail. Pourtant, les congés payés, la durée du travail, le travailler plus, c'est lié à la santé, aux conditions de travail, c'est une souffrance, souvent pour des millions de gens. Et bien maintenant, vous dites, vous avez le droit de payer, de racheter vos congés. Ne les prenez plus. Mais c'est incroyable comme progrès humain, social, ce que vous êtes en train de nous faire. 70 ans après, racheter vos congés payés sont plus obligatoires, volontairement on vous les redonne. Bonne chance. C'est basé sur le volontariat des deux quand même. Non, madame. C'est ça que vous contestez? Non, madame, je le conteste. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Quoi qu'on en ait dit, monsieur, c'est écrit dans le code. Là, je vous dirai l'article où c'est la subordination qui caractérise le contrat de travail. Très bien, merci. On voit qu'effectivement, il y a encore pas mal de différences, en tout cas entre vous. Merci. On reparlera évidemment de tout ce dispositif, puisqu'on va bientôt en parler au Parlement, à l'Assemblée et puis ici au Sénat dans les prochaines semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Mais d'abord, Françoise, vous avez écouté attentivement nos 2 interlocuteurs. Le mot de la fin avec vous dans une seconde. Bon, pas de consensus, vraiment pas, de vraies différences. Là, alors ça c'est intéressant parce qu'on avait eu l'impression que les socialistes étaient un peu gênés avec les 35 heures et que finalement il n'y avait plus tellement de différences gauche-droite. Là, il y en a des très fortes. Il y a vraiment 2 philosophies différentes à l'œuvre. Mais l'autre chose que je retiens, c'est quand même la question salariale qui, à mon avis, est en train de redevenir au premier plan, notamment, sans doute aussi parce que Nicolas Sarkozy en a fait un de ses thèmes de campagne et que la question salariale va être très importante au cours des mois à venir. Il s'était engagé pendant la campagne électorale là-dessus. Je serai le candidat du pouvoir d'achat et le président du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il est un peu au pied du mur. L'option de M. Filoche, il faut augmenter les salaires. Et l'option de M. Chartier, il faut faire de l'intéressement, de la participation, c'est-à-dire du coût humain, parce qu'il y a les problèmes de mondialisation et donc de délocalisation derrière. Très bien, donc rendez-vous probablement avec les premiers résultats en 2008. Merci Gérard Filoche, merci Jérôme Chartier, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Y'a de l'écho. Merci à tous et merci en particulier à Marie Billon qui nous a aidé à préparer cette émission. Bonne semaine à tous.
en partenariat avec France Info, eh bien c'est le rendez-vous avec l'actualité internationale sur Public Sénat. C'est chaque mois un regard décalé sur les évolutions de la planète avec des rubriques variées, un zapping des télévisions étrangères, des rencontres avec de grands témoins du monde, le témoignage d'hommes politiques, d'humanitaires ou de journalistes de retour de mission et puis un débat central sur une question politique internationale. Cette nouvelle saison s'annonce riche et passionnante avec des rendez-vous phares, les primaires aux États-Unis bien sûr, mais aussi les élections législatives et présidentielles en Russie ou encore les Jeux Olympiques à Pékin. Parole du Monde, présentée par Caroline Delage, c'est un jeudi par mois à 18h45 sur Public Sénat, la chaîne d'information politique.